Alors, arrivé, arrivé à là, les choses changent de couleur faible, faible ou faible ou football, faible ou fort, distrait ou dominant ou sans catégorisable. Une somme de choses imaginées par semaine. Et il faut les encadrer juste pour mise au point, pour voir le clair, clair aux yeux nus. Nudité des yeux, nudité du visage, nudité du front, les trempes. Eh bien, arrivé à ce point-là, sommes-nous encore convaincus? Non, bien sûr. On dirait c'est shine, illusion transcendantale, illusion optique. Là, c'est un raccourci concave convexe. Ça fait l'affaire, et si vous n'arrivez pas à dessiner en perspective les choses, vous allez les distordre avec les moyens techniques, soit caméra obscura, soit une table, justement une tige réglable. Selon l'angle, vous allez obtenir une projection exacte des choses à l'échelle humaine qu'on appelle perspectivisme et qui nous capte. Oui, il y a cette propriété de perspective que l'homme est capté par un regard furtif, et comme il était un témoin furtif, c'est-à-dire non légitime, un témoin illégal, ce qu'on appellerait, je suppose, une fente sous la mur, c'est-à-dire voyance. Tout d'abord, les concepts et les choses, descriptions soient clairs, distincts. Mur blanc avec une feinte détruit par Hermès, notre cher Zulkarnain de Chine, ou de l'Égypte, j'en sais rien. C'était un platonisme radical de iconoclaste. Eh bien, notre ville Constantinople a vu ce genre de affluence et de mouvements, non pas résurrectionnels, mais tout le monde était calme et dormait comme dormait Jacques. Sauf qu'il s'appelait Christo, Méristo. Voilà. Alors, dans ces primitifs mais impérial christianisme qui a enfoncé dans le fin fond de l'Anatolie, le christianisme fondait un primitivisme, communisme, une fratrie ou broderie, surtout broderie en sur la surface intérieure des cavernes dentelées. Sauf que vous utiliserez le charbon, carbone, pour dessiner les contours de votre main, qu'on appelle Hamsé, c'est-à-dire 5 doigts d'une main et 2 mains, avec 2 mains doublées, triplées, c'est-à-dire une sérialité, une communauté de munus. Voilà la peinture. Idéal, ce sont des mains d'attouchement,
Pour moi, le pinceau est très utile pour représenter à l'échelle humaine, à l'exactitude et à l'évidence d'une illusion transcendantale qu'on appellerait, voilà, pour détruire quoi? The White Fight, c'est-à-dire notre cher manifold, le divers. Là, moi j'utilise mes doigts digitales. Il s'agit d'une peinture digitale et aux couleurs de la saison. Saisonnée, assaisonnée plutôt. Un tableau assaisonné avec les fibres d'une certaine obliquité d'un cher ancien ex-dieu qu'on appelle le soleil. Zolan viendrait de soleil. Ah, c'était la meilleure. Alors, Zolan, soleil, était déjà une métaphore, une image archétype du bien, de l'idée de bien, le soleil. Eh bien, je vous souhaite des journées en plein hiver, non pas ensoleillées, mais en pleine neige, sous la claire de la lune, avec une fente de la caméra obscura que vous allez mettre sur l'intérieur comme un décorateur intérieur. C'est ça ce qu'on appelle dispositif technique. Tous les déplacements, non pas seulement d'une topo à une autre, mais c'est ça aussi, ça dépend de ce qu'on comprend des topoi. Il y avait un cours de philologie, également un cours de logique doit traiter des topoi. Eh bien, il y a un sens de déplacement au sens suivant d'éloignement par biais, par une obliquité, et donc j'entends toujours par le déplacement un concept freudien, surtout l'une des étapes très importantes pour expliquer le travail du rêve. Et bien sûr, on a trouvé beaucoup d'affinités avec le concept, la structure de la métaphore et du métonymie aussi. Mon jeu célèbre que vous n'avez pas aimé, vous avez trouvé enfantin, Metonk, le jeu de Metonk. Voilà. Mon travail sur la substituabilité, effectivement, j'étais au point de déclarer que c'est l'essence de l'homme. Là où il n'y a pas d'essence, il n'y a que de substituabilité. En ce qui concerne Dasein, spécifiquement ce qui se trouve là, jeté voilà, dans la trace et dans l'effacement des traces et dans une sorte d'impératif non annoncé, une poussée, une propulsion d'être soi-même un certain moment d'individuum et qui se singularise justement dans cet arbitraire, pour ne pas dire la volonté. J'appelais d'ailleurs ce matin, je ne sais pas si c'était l'enregistrement de 2020, toute volonté est forcément artificielle, arbitraire, du signe arbitraire, arbitraire, le jugement. Voilà, en bas de page, Petronius Arbiter.
l'écrivain supposé de Cameron, je suppose. Sinon, ça te dit qu'on tient. Alors, tout déplacement a un sens, doit avoir un sens et non pas une signification. Voilà un grand problème. Je ne trouve pas ce pourquoi il y a un déplacement, ce pourquoi je n'arrive pas à trouver la chaîne de causalité d'un déplacement détecté, constaté. Donc je n'arrive pas à trouver la signification finale. Mais le sens, c'est d'emblée, là, il y a un jeu de sens interminable, oui, mais qu'on ne peut pas arrêter, justement. C'est incessant. Incessant. Il y a un gouvernement du sens. Là, moi, à mon avis, nous, les Daseins, dans leurs préoccupations quotidiennes ou dans leurs affairements, donc dans leurs priorités pragmatiques, on étouffe toutes les jeux de sens. Jeux de sens concernant une certaine poussée de l'essence. Voilà une partie prise. Un mot choisi, un terme, sans devenir encore un concept, c'est déjà un concept, même une doctrine, n'est-ce pas? Poussée de l'essence, c'est une doctrine, tout simplement néoplatonisme, Plotin. Moi, je trouve le concept d'émanation comme ça. Oui, là, finalement, nous sommes non pas coincés dans une caverne tonneau, mais dans une univers écrite, travaillée par les grands signataires, autographes, immémorial et mémorial, inoubliable et oublié, justement. Et on est dans ce sens-là de l'oubli de grandes traditions, des grandes traditions qu'on est dans une cellule en plein air. C'est ça, ma conception de monade humaine, pour des autres raisons à expliquer, de toutes. Je reste scarabée. Il y avait une boîte de nuit qui s'appelait Scarabouche. Bon, toute écaille, toute écorce, toute forme, toute morphée, végétal, animal, même je dirais très animal. Pour vous citer un nom scientifique, un mot scientifique que j'ai appris très tard la nuit hier. Attendez, Ptéro, dactylo. C'est une sous-espèce entre les crêtes supérieures. Voilà. Je me demande si c'est plus supérieur, des crêtes supérieures. D'après ce que j'ai compris dans le dictionnaire, ils sont des animaux ou pré-animaux capables de kinétique très compliquée et leur formation des jambes, pour dire pod, il faut dire pod, non pas jambes.
ils sont multipodes, donc ils ont un mouvement de kinésis, un mouvement de déplacement presque dans tous les sens. Imaginons une certaine capsule spatiale atterrie sur la Lune. Voilà les pods. On dit tripodes, mais apparemment ils sont non pas octopodes, un peu innombrables et un peu indéfinissables, parce qu'on en a trouvé que quelques fossiles. Moi, j'imagine, d'après les illustrations, les illustrations nous aidant à imaginer ce vivant un peu transparent dans l'eau, presque transparent, rempli de l'eau. Bien sûr, il n'y a pas d'ossements ni aux ailes, mais une coordination nerveuse des points nodaux qui lui fait un très bon dinosaure, pré-dinosaure réussi au niveau de déplacement. Voilà, notre sujet c'était déplacement. Et j'aimerais bien dessiner effectivement ses pieds, mais je crains quand même de tomber dans une sorte d'enfantillage dans le dessin et d'être jugé d'abord par moi-même, de créer des voilà, des ens imaginaratum, comme un peu les adolescents de notre époque qui ornent nos murailles urbaines avec leur, disons, pour ne pas être péjoratif, effectivement, avec leur bande dessinée. Moi, c'est pas mon genre. Je suis attentif également à ce qu'ils font, mais c'est un peu stéréotypé. Je ne connais pas personnellement, je n'ai pas intéressé sur la finalité ultime de leur travail. Ils dépensent beaucoup d'argent, à mon avis, et beaucoup de peinture. Il en a bien sûr qui fait tourner du monde. Bon. Alors, graffiti, peinture murale, c'est une genre que j'essaie de suivre dans notre urbain. Il y avait un pape qui s'appelait Urban II, parce qu'il citait souvent cette sentence urbi orbi et urbi. En tout univers et dans cette ville qu'on occupe momentanément. Voilà un rapport universel et singulier. Alors, déplacement. Retournons vite au déplacement. D'abord, j'ai quand même bien fait, cet inspit concernant ma connaissance forcément limitée des fossiles et de préhistoire du vivant, étourdissant, et son rapport avec la peinture. Ça nous donne envie de dessiner, imaginer une certaine faire fonctionner notre fonctionnement en fonction de son
de sa diversité. Toujours Zweifeld, Manifold. C'est dans un carré, par un moment de lignes qui se bifurquent, qui s'ondulent, qui fait des ondes de vibration, de prolongement virtuel, et ça devient une arabesque cytotype, ou bien un silence tombal s'est installé dans le corridor, avec l'accrochage de la grande toile, dont l'achèvement se mesurerait dès lors à des frémissants coups d'œil qui vont essayer de compléter à l'aide des idées conviées, tout en languissant un regret de l'impossibilité de voir ce qu'elle cache d'emblée au-dessus de ses premières couches, la couvrant avec l'enduit granulé dont le relief et le reflet lui donnant des nouveaux points de fuite, des espacements à parcourir, soit en rétréci, soit en allongé, lui offrant l'impression plutôt de nous regarder qu'être regardé par nous comme chose inanimée. Alors, une présence impérieuse, accompagnée de figures en vigile et en vigilance, protectrice et gardante, sa majesté centrale au noyau des choses, que la tristesse neutralisée de son visage et de ses yeux, nous inspectant d'une profondeur tue, sans échange de paroles autres que quelques saisies absorbées et absorbantes, d'une neutralité aux lisières de l'indifférence apprise, comme le docte de circonstances atténuées avec trop d'habitudes acquises dans le temps, plus vieux que le temps, dans le résignement et le retrait en concave et réversible d'une présence qui s'expose de toutes parts, tout en gardant une sorte d'immuabilité, d'immunité et d'une intouchabilité, lui acquiert une certaine invisibilité, alors que sans avoir su qu'elle était prégnante d'une autre présence, pourtant tard conçue et tant de fois rejetée, refusée, avant d'être accueillie d'une indifférence inégale, qui ferait toute la différence du refus, des négations. Et finalement, d'appréhension, comme une donnée projetée et gardée. Une donnée sans donation, sans donateur. Un cadeau, certes, empoisonné, pense-t-elle. Et les dispositions musculaires et les mimiques donnent, sans avoir eu égard du peuplement, silencieux et inhalant d'une âpre lait d'un glou, pourtant lui-même imbibé, comme des hameçons sans pêche ni proie, tout étant déjà métamorphosé outre, et d'un saut de registre délié de sa signification présupposée initiale, alors que, tout en chacun
s'y participer sans précipiter à une harmonieuse paix de temps post-historique, où le conflit et les besoins auraient été dépassés, y restant en saillie et en creux d'un bas de rêve qui continuait de faire bonne figure dans une sobriété d'une insatiable itération de leur figure, bien qu'elle soit animée, sans avoir une vie véritable, qu'une vive garderie de déroulement régulier d'un rituel, où tout un chacun prend son pied, du plaisir n'ayant plus du désir formulable ou à s'offrir, à l'échange, à l'occasion du tableau en sa logicité. Alors notre immense hypocrisie, jamais avouée, jamais acceptée en tant que telle, même si on les explique raisonnablement, même si on ne dit rien, là, le résultat est le même, comme disait cher Héraclite, en ce qui concerne le logos et sa fonction, et son fonctionnement. Alors, il s'agit cette fois-ci labor classe. J'avais une fois avoué que j'aime bien le mot anglais labor et en français laborer. Mais c'est une fantaisie sûrement. Moi, je laborer la terre. Oui, autant que mes mains très sensibles supportent. Alors, le sujet en question, c'est notre idée ultérieurement prolétariat, mais précédemment, ce respect de travail, travail et respect au sens de se dépasser des conditions de vie données. C'est ça un peu l'essence de l'existentialisme sartrien, n'est-ce pas? Le sens existence en dichotomie. Voilà une prise de position intéressante en langage humain, et non pas en des langues, et non pas dans les méandres de l'ontologie. Et c'est une certaine compréhension plausible du concept de praxis d'Aristote, dont Aristote lui-même n'a pas compris grand-chose, sauf que Rêverie de Bios, Theoretikos, une simple vie, notable, non, louable, non. Voilà, ce qui est digne d'être vie, une vie, ce qui est d'être digne d'être vie. Effectivement, le mot un peu piégeux, digne, d'être digne, alors que ça doit être inconditionnel, n'est-ce pas? La vie est donnée, donation, etc. Mais une vie qui sera digne d'être vécue, là, je parle de Kant cette fois-ci, encore un conditionnement, soumettre la vie, quelle vie? La vie nudita, la naissance
conditionné par les, conditionné par les conditions, conditionnant les conditions. Et elle-même est conditionnée par les conditions, conditionnée et conditionnant, etc. Actif passif s'enlace et de manière interminable dès qu'on tombe sous un deuxième sens de ousia, donc sous la catégorie. Voilà, rien à faire, c'est ça. Jugé explicité de manière schématique par Aristote et donc on est dans l'obéissance, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, une vie digne d'être vécue serait conditionnée. Donc, le reste, prolétariat, la bonne classe, c'est un peu plus haut de l'animalité qui ne travaille pas, qui n'est pas laborieux, hein, tant pis pour eux, et tant mieux, encore plus malheureux pour l'humain. Alors, l'homme qui s'est choisi dans ses possibilités à travailler et à survivre. Oh, c'est très intéressant, un choix ontologique, vraiment, qu'on ne peut pas péjorer au niveau antique. L'homme travaille, l'homme, pour qu'il reste homme, c'est-à-dire dans une précarité encore plus sous-humaine et sous-animale, donc une précarité humaine à se faire pleurer au sens de Gertrude Stein, mais j'ai oublié cette faculté de pleurer qui n'existe pas dans la philosophie d'ailleurs, cette faculté, cette capacité n'existe plus. Alors, on ne pleure pas, on fait sage raisonnement de faire semblant de procéder à un cérémoniel et un rituel d'entraînement et châtiment s'il faut, comme c'est le cas d'Antigone, et laisser sous l'égide de loi se corrompre, se décomposer en des éléments de la nature sous les yeux, si vous voulez, s'ils veulent, des humains. Alors, que reste-t-il? Labor, classe. J'ai répété cette phrase mal comprise de Jean-François Lyotard en ce qui concerne idéologie au sens d'idéalisme socialiste et même communiste, de l'exaltation de la bonne classe, classis, c'est-à-dire ceux qui sont rayés sous voiture, tout simplement. Sous voiture, l'homme qui est né, donc qui n'a pas chance, par fortune, par touquet, par constitution, par don de nature, et par don divin, par les autres sortes de dons, dons de donation qui se donnent, dont on ne connaît rien. Cet homme-ci, l'homme en tant que tel, doit travailler pour se justifier. Quand on dit se justifier, effectivement, c'est une lexique évangélique et non pas biblique. Et Nietzsche entre immédiatement dans la discussion et dit que la vie est devenue quelque chose à racheter.
Tiens, tiens, tiens. Alors, quelle était la vie avant d'être rachetée? La vie pastorale, dionysiaque, possession, maladie, des morts. Des morts, au sens où, comme ici, maintenant, égoïste, nous, dans notre grande boiserie, tous les printemps, plusieurs naissances de chiottes, hein, une furie de mères chiennes, andalusiens, beaucoup de rapaces, et finalement, tous sont morts, il n'y a que des augustes chiens du lieu, des lieutenants qui restent en automne et pour passer tous ensemble rude hiver et entrer en tout enchantement encore de nouveau suivant l'éternel retour au printemps printanier. Alors, quoi d'étonnant? Le problème, c'est que tout le monde travaille et ils ne savent pas pourquoi ils savent faire et pourquoi ils travaillent. Et c'est leur destin. C'est leur destin, c'est-à-dire la déchéance, chute de l'élection, péché capital. Voilà. Je cherche et je ne trouve pas une autre solution. De l'élection, de la Gelassenheit, de l'essement, rechute, voilà. Je peux répéter ça d'une manière automatique dans toutes les langues, y compris tamil, sanskrit et créole. Alors, l'homme doit prendre conscience qu'il ne devrait plus travailler pour gagner sa vie, parce que la vie est déjà lui est donnée, il n'a rien à gagner. La vie, l'autre face, pile face, effigie exact, la même chose, la mort. Donc, l'homme n'a rien accumulé, n'a rien transformé dans la nature, sauf que, voilà, une certaine amélioration. Vous serez quand même capable de couper les branches secs d'un arbre pour qu'elles soient fertiles en printemps. On peut quand même dépoussiérer quelques vieux chiens, chats, de leur poil. Et vous allez faire de ménage à la maison pour ne pas attraper la maladie, pour ne pas entrer dans le processus préhistorique, paléontologique de toutes sortes de vivants, finalement, dont on ne connaît pas les schèmes, mais on a une pharmacon formidable. On surcharge le sujet, supposé savoir tout, pourtant travailler pour gagner sa vie, ne plus savoir. Ne plus savoir et gagner sa vie. Donc l'animalité. L'animalité, cette fois-ci, domestique. Donc on tombe toujours dans une petite conte de Kafka qui est inspiré de Dostoïevski, sûrement, de quoi vit l'homme et quelle est véritablement nourriture terrestre. Kafka sûrement a lu quelques autres auteurs aussi. Imaginons une machine intelligente
à sa façon, bien sûr, une intelligence machinale, machinique, à une puissance bien sûr limitée, mais développable. Donc il ne s'agit pas d'une programmation statique, mais qui va programmer, c'est ça le problème. Quel en est le concept? Concept, c'est ce qui existe déjà comme concept. Prenons comme exemple d'abord le concept de réincarnation. Je me demandais en fait si la traduction en langue ottoman-arabe de la réincarnation comme Bausul Bardel Melt, est-ce correct ou pas? À ma connaissance, Bausul Bardel Melt, c'est se réveiller, redevenir à la vie, ex vivant, après la mort. Le temps d'être inanimé, c'est indéterminé. Ça dépend du purgatoire. Donc, réincarnation veut dire trouver une autre chair. Donc, cette concept, finalement, est une croyance, bien sûr, voit les choses du côté du corporité, mais présuppose quand même d'une identité X qu'on nommera peut-être l'âme. Et l'autre concept, c'est hypostase et hypostasie. Hypostasie, c'est en grec et voilà un concept archaïque et difficile, on comprend au modèle de réincarnation. C'est trouver encore une certaine mode de vie, si sympa, une location d'un corps. Non, il ne s'agit pas de cela, mais c'est un certain événement, non pas une âme qui s'hypostasie, un événement général, incorporel, au sens noble d'événement, mais pourquoi pas des événements, au sens historique, comme des sauts dans les échelons de l'humanité. Et pourquoi pas, ça ne contiendra pas la paléontologie du vivant et, selon la scansion des catastrophes, les couches géologiques, les minéraux. Donc, il s'agit d'une métamorphose. Le problème avec le mot, le concept métamorphose, c'est qu'il considère le morphème. Donc, il ne dit pas qu'il simplement une corporité, une reformation d'un corps ou emprunter un autre corps, changement du corps, comme voyage astral, pourquoi pas. On parle de pérégrination qui ne reviendra pas au même sens que circumnavigation, qui n'est qu'une forme de récit en forme de parabole générale qui se trouve dans la saga dont un grand exemple c'est chez Homéros. Et puis chez les auteurs de tragédies grecques. Evet, bu benim mekanım. Alors,
Imbécilité à un homme, c'est bon, empiricité vérifiée. Demandez à un homme qui est assis, est-ce que vous êtes assis là? Voilà une tautologie, un signe de la vie quotidienne qui arrive très souvent. Alors, les phénoménologues se font des soucis en ce qui concerne l'évidence. Effectivement, l'évidence doit être travaillée dans la vie, dans les méandres minuscules de la vie quotidienne. Bon, passons. Alors, on ne peut pas prouver comme évidence ni l'incarnation, ni hypostase, ni Basil-Barthelmeft, sauf à un certain romantisme à la croyance des spectres, les existences fantomatiques. Une fois, dans la philosophie sérieuse, à peu près méthodique, une fois, quand on mise en doute ce rapport dichotomique entre l'être et le non-être parménidien, à partir de sophiste Platon, finalement, malgré lui. Alors, on a tendance à croire à des êtres éthérés, qui ne sont pas tangibles, etc. Voilà. Pour aller vite, il faut se conclure dans la méontologie, mais il y a des inconvénients de ce mot que j'ai utilisé dans mes cours aussi. Méontologie, effectivement, méon veut dire ce qui n'existe pas. C'est déjà bien une avancée méthodologique dans la recherche. Mais le mot m'est venu effectivement à partir d'un dictionnaire, vocabulaire et de concepts philosophiques de M. Lalande. Là, il s'agissait de faire toutes les variations de ontos, méon, déonta. Les déonta, effectivement, ça m'a beaucoup frappé que le devoir qui donne cette discipline en vague dans les diverses régions ontiques, le mot déontologie avait une racine que je n'avais pas remarquée. En pluriel, c'est encore parfait. C'est beaucoup mieux de dire devoir, dette, qui a un rapport tout de suite avec l'échange économique, sociétal, minus de la communauté. Mais déonta, effectivement, ce sont des, je ne sais pas, obligations, nécessités en tant que ontologique, déonta. Là, à partir de cette racine que je me suis permis à parler de méonta. Imaginez méonta en pluriel. Il y a des nicht, rien en pluriel. Il y a plusieurs registres de rien, c'est-à-dire valoir comme rien. Nul et non avenu. C'est ça. Toutes ces discussions, je ne sais pas, ça commençait peut-être malgré lui avec Platon, mais on a vu une certaine insurrection contre l'ontologie, soit au sens heideggerien, soit au sens général, chez Lévinas. C'est bizarre, c'est, à mon avis, première fois un philosophe, non pas une ontique régionale, qui osait critiquer l'ontologie et jusqu'au point où l'identifier à la politique au sens où comme une sorte de métonymie de la guerre.
la guerre. Les termes de guerre, conflit, donc concurrence. Adversité, problemos, tout se passe dans le monde antique de l'ontologie. Heidegger essaie d'aller au-delà de cet état des choses antiques en cherchant les sous-bassements ontologiques. Effectivement, ça, c'est un acte profondément philosophique qui revient quand même à un certain platonisme qui cherche les idéaux des choses, c'est-à-dire en particulier également à la théorie des réminiscences qui suppose une certaine réincarnation vaguement chez Platon. Voilà notre grand problème avec derrière et à travers les grandes doctrines, soit occidentales, soit orientales, parce que réincarnation concerne aussi l'Orient, l'Asie, et bas sous bas d'internet, toutes les religions monothéistes. Peut-être y compris les religions pagannes égyptiennes. Donc c'est très stratégique et tout le monde, le concept se produit à partir de ce problème qu'on résume comme l'antinomie, comme immortalité de l'âme. Voilà, c'est-à-dire les idées psychologiques concernant la nature de la psyché. On en est encore là. Une psyché taillée, brillée, travaillée ou laissée disperser ou à être corrompue, tel le cœur auquel on porte tant de soins. Effectivement, l'état des choses ne sont pas tout à fait évolués. Donc, il faut faire des allers-retours et des répétitions de toutes les chemins repris, y compris tous ces chemins, au sens où une certaine augmentation de notre savoir concernant la préhistoire du vivant, de l'anima, je dirais, donc de tout ce qui est vivant, et ayant une certaine forme de corporité, soit à la manière d'une machine à écrire dactylo. Voilà. Je viens d'apprendre l'existence d'un être, un genre, un fossile, donc préhistorique, paléontologique. C'était Pterodactylo, quelque chose comme ça. Donc, avec plusieurs pods. Là, je suis resté là. À la base, ça concerne le kinésis des animaux. Tout ce qui est animé, comme bande dessinée, n'est-ce pas, film d'animation, donc ça comporte un mouvement. J'aimerais bien faire une bande dessinée, ça demande beaucoup de patience. Et je n'ai pas tellement d'abstinence Dunkel, effectivement, c'est l'essence même de bande dessinée, en film, hein. C'est pas sous carton, ça se passe avec carton. Ah oui, j'ai pas de patience, je suis très rapide en dessinant, je peux être très soigneux, mais j'aimerais bien me voir en acte fugace, méline, à moi abstrait ou cathartique, extatique,
sont plutôt réussis au niveau de vitesse. Quand je dessine très vite, je peux faire ressortir les choses, mais il faut bien se concentrer. On ne peut pas faire tout le temps des dessins rapides. Mais j'ai appris de travailler en même temps sur plusieurs choses et laisser le papier à se dessécher, c'est-à-dire que travailler sur plusieurs moments, sur plusieurs couches, là aussi, comme s'il s'agissait d'un acte quotidien anodin, donc faire des couches et bien retourner à son autre travail. Et ça, c'est ridicule, mais c'est assez professionnel et je dirais machinal. Et très attentif aussi, ça demande une certaine concentration. Je me demande, est-ce que je vais bousiller en faisant comme ça? Il vient d'être réveillé, il n'est pas tout à fait rassasié dans ses esprits, et je peux bouillir les noix, les écorces de noix, ou bien refroidir et appliquer sur le dessin de la veille. Il s'agit de la professionnalité que je viens d'entendre dans le domaine de la peinture. Ne me demande pas ce qui se passe au niveau de variation magnétique, des idées, moments d'idéation à plusieurs entrées et en réseau, en imbroglio. Et j'ai oublié par exemple ce qui est essentiel. J'ai fait un film d'1h30 dont le titre était d'emblée préparé parce qu'il s'agissait d'un speech que j'ai fait hier et non pas il y a un mois. Et il s'agissait du concept de déplacement au sens psychanalytique. Le film entier obéit à ce concept, mais ce speech-là qui est principal et que du seul fait que je n'ai pas voulu commencer avec une grande speech, comment on dit, un discours d'ouverture, discours, qu'est-ce qu'on disait, un discours péremptoire, je dirais. Donc j'ai évité, il y avait plusieurs enregistrements que j'avais repérés, mais qui viennent de 2017 et tout, même ceux qui ne portent pas de titres, ils ne portent un titre général, générique, selon les appareils que j'ai utilisés à l'époque. Donc aujourd'hui, je suis beaucoup plus minutieux dans ce travail, mais ça complique encore plus les choses. Eh bien, ce qui veut dire qu'il fallait ouvrir chaque dossier et écouter, savoir ce qu'il y a là-dedans. Et à partir de ce triage que j'ai repéré, disons, plus de 12 ans de dossiers d'enregistrement, et j'ai oublié le principal qui était celui d'hier. Là, je me demande ce que je vais faire. Parce que le film est terminé, elle n'est pas encore enregistrée. Et ça dépasse déjà 1h30, et je ne peux pas ajouter une speech de 30 minutes. Et il fallait diviser et tout. Ça va tout bousiller, c'est mes questions techniques. Justement, c'est pour ça que je parle d'une machine algorithmique développable en vue pour vous qu'il m'aide, même après ma mort, c'est-à-dire une certaine réincarnation de moi, une certaine hypostase, mais je nie les deux termes en critiquant. C'est le but de cet enregistrement-ci aujourd'hui. Et je propose un terme en sous-titre, c'est performer la vérité.
et même pas accomplir la vérité. J'ajoute. Voilà le compte rendu ou bien de ma vie, ou bien de ce matin. C'est-à-dire encore une nuit blanche, malheureusement. Celui qui parle en langue humaine ne prophétise pas. Prophétisons, nous, nos frères. Fin de citation, Saint Paul, Épître. Celui qui parle en langue ne prophétise pas. Prophétisons-nous, nos frères. Voilà un militant haut de soi qui crie. Fin de citation, Saint Paul. Lui, est-ce qu'il cite cette phrase déjà entendue à son époque, ou bien ce sont ses propres idées? Parce que lui, il semble, à mon avis, il côtoie les langues, d'où son origine un peu suspecte, n'est-ce pas, Saoul, etc. Et donc, il parle grec hébraïsante, ou bien en forme grecque, il parle langue hébraïque. Et il se croit lui-même, Jésus-Christ ne le connaît pas, même pas. Et donc, il se croit de sa propre chef, prophète, mais il ne se déclare absolument pas comme prophète. Dernière des Juifs, un pénultième après Jésus-Christ, quand même c'est trop. Il faut aérer les hypostases. Donc il est conscient à ce point qu'il ne lui reste que d'écrire des lettres, faire des appels, et faire la théorie de l'appel, le sens profond et nouveau concept de l'appel. Ça, dans la méthode dialectique de Socrate, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de klésis. Socrate, à la fin, il se résigne tout en adhérant, appropriant sa société, sa cité. Lui, Saint Paul n'a pas de cité. Il a un passé, mais il reniait, un renégat, mais au sens où, selon, à mon avis, ses intimes convictions, au fond de soi-même, il est encore juif au sens où ce qu'il a proféré révèle encore d'une judaïté encore plus ancienne que de tout philistinisme en cours ou quoi, pharisianisme. C'est ça de grands mots contre lesquels les évangiles, certains, sont explicitement opposés, mais enfin, on a compris à peu près le contexte, parce qu'on est dans le même contexte, non pas dans le prolongement virtuel, mais ça, c'est dans une renégat totale, et on est dans le même contexte, et que, par exemple, quand savant du XXe siècle, Georges Dumézil, passera inaperçu. Ce changement de fond en comble
ne serait-ce qu'au niveau rhétorique, c'est-à-dire une certaine clésis, un appel n'est pas un appel à une foi. Bien sûr, c'est d'abord cela, mais dans le langage batini, ésotérique, je dirais, entre les lignes, qu'est-ce qu'il fait? Il se reforme d'abord. Il se reforme. C'est pas... Eh bien, il se révolution en vue d'une révolution qui concerne statut du clergé. Statut du clergé et des médiateurs intermédiaires et tout ce qu'on appellera des signes écrits. C'est là son suspicion pesait lourdement sous la loi Sharia, c'est-à-dire la loi religieuse au sens où de formalisme judaïque de l'époque seulement, qui continue. Ce sont des choses sans âge. Donc, contre les arêtes, contre les crêtes, contre les écailles, contre les façades, contre les écrans, contre les écrans, contre tout cette phénoménalité peut travailler jusqu'à Marchand de Venise qui ne s'imite que Marlowe, Christophe Marlowe, Juif de Malte. Et pourquoi pas, pour aller vite, faire des situatifs ou de Allen, de New York, de Californie, etc. Et il devrait y avoir des autres dans le cinéma, je parle uniquement pour l'instant, un certain Makevich, ah oui, dans le cinéma hollywoodien, ils ont fait des trucs extraordinairement étonnants qui fait que le cinéma, malgré toutes ces je dirais, au contraire d'Israël Vertov, c'est-à-dire il n'arrive pas à trouver ses propres étendues, ses potentialités en potence, mais il a su quand même de construire, remonter, ériger un échafaud, je dirais, c'est-à-dire un procès de Makevich. Je prononce sûrement très mal, c'est un homme d'origine polonaise, bien sûr, d'un cinéaste des années 40-50 de cinéma hollywoodien. Donc, ce qui nous a frappé, au nom de quoi? Sans connaître aucune notion ni de... Bon, j'éviterai d'énumérer tous ces mots, religion, religiosité, takva, clésis, je ne sais pas quoi, amour, une rhétorique qui efface tout, amour chrétien, charité, là c'est... Ça avait à toutes, non pas mes interprétations, misunderstanding, mais ça bloque d'emblée d'abord le concept d'amour. Comme symptôme, il se signe, il se fait signe
comme un demande métaphysique bien non réfléchi ou bien réfléchi, mais il n'y a pas dans la fait des choses, ni dans le sens. Mais, comme cicatrice, je parle, oh non, y compris charité chrétienne et charité, bien sûr, des autres religions monothéistes, je ne connais pas les autres, au sens de charité, c'est-à-dire qui devient toujours formel, au fond, qui se formalise sous l'aspect d'une poste, d'une loi économique, économos, et qui se résume, à mon avis, c'est donner son rançon pour rester tranquille, c'est-à-dire ne pas être engagé dans une pénombre, dans tes ruelles ou dans une ruelle de ton urbaine. C'est une citation de Émile de Jean-Jacques Rousseau. Donc, qui sait les dernières fins d'un acte de charité et qui peut être capable de formaliser l'amour, soit chrétien, soit musulman, soit judaïque, soit charnel, soit l'amour tout simplement, c'est-à-dire non pas, enfin, oui, français c'est une langue un peu limitée, qui ne fait pas de distinction entre sévier, non pas c'est une absolue radicale différence entre la langue turque et la langue française. Ça concerne entre cette dichotomie, différence radicale, et non pas graduelle, ni différence de degré, entre le mot en turc sevgi et aşk. Voyez, le français a cette structure manque de nuances car il est d'une autre aveuglement. Bon, je vous laisse à contempler ce fameux fresque que vous voyez la moitié, par manque de disposition nécessaire. Il ne fait pas spécialement beau aujourd'hui, donc, mais vous avez une lumière très spéciale qui vient de l'intérieur de ces fresques et ça change selon la saison. Maintenant c'est plutôt un coucher du soleil ou l'aurore. C'est impressionnant toujours ces petits changements de couleur de terre qui est apparu il y a quelque temps à cause de moisissures et les pluies. Mais le mur, vous voyez, c'est encore dressé. Eh bien, c'est presque à la limite triste, bien que le regard, c'est questionnant, un regard perçant. Il a l'air que c'est le loup qui emporte le plus dans le monde ou dans l'instant même. Il est pris par ce qu'il est fait. C'est rare dans la peinture donner cette sensation. Et les mains protectrices
les cheveux mélangés avec les poils de loup. Et lui-même, il n'est pas dressé, pas du tout, il est juste une sorte de toison. Il était caché en bas par les pieds, derrière de loup. L'autre main gauche, ça supporte encore le loup par le début de ses jambes. Eh bien, la main droite prend tout l'appui et à la fois caresse le loup et il le calme. On a l'impression qu'il porte un collier qui porte l'identité, mais je ne crois pas, parce que c'est un trait qui montre la finition de poitrine et commencement de le corps, le reste abdominaux, et qu'il est lui-même, il est blessé, mais ses blessures cicatrisaient depuis longtemps. Et je vais vous montrer, il y a, voilà, vous voyez d'ailleurs, il y a des croix, des traits nombreux. C'est comme s'il s'était blessé pour une raison noble. C'est pas le reste des jours dans une prison qu'on peut faire sur l'abdominaux, mais ça devrait être quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus individuel, personnel, à la fois visible, à la fois ça vient de ses tripes, ces signes, ça renvoie à ses tripes, c'est-à-dire très important. C'est pas le nom de chasse, pas du tout, il n'est pas chasseur, mais peut-être qu'il est né entre les loups. Voilà, l'homme au loup qu'on peut trouver dans les légendes. Il n'est pas vétérinaire, je suppose. Il a un attachement beaucoup plus important. C'est de l'ordre de sauver la vie, non pas seulement à la bête, mais sauver en général une vie, ou bien la vie. En général, il prend sur soi, il montre d'ailleurs la responsabilité. C'est lui qui incombe cette chose et il le fait en s'assimilant à cette action. Voilà, c'est une donation, une sorte de sauvetage. Très impressionnant, en fait, je me demande, celui qui fait, est-ce qu'il a déjà fait plusieurs fois? C'est probable. Est-ce qu'on peut trouver des tableaux? Est-ce qu'il y a des d'autres murs? Je n'ai pas trouvé du tout dans cette ville, mais dans les autres villes, par exemple, est-ce qu'on peut trouver la même fresque? Ou bien c'est à moi qu'il a fait cadeau pour ce presque modeste mur. Ça, ce sera une énigme qui va s'éclairer un jour. C'est pas une énigme absolue, mais c'est juste une curiosité artistique. Voilà. Je sais que je suis protégé par plein de prières, par plein de paroles, par plein de vœux, mais ce qui m'étonne toujours, dès que je découvre un endroit
Outlaw Loser. Et je respecte le lieu, je photographie bien sûr, c'est mon métier, ma tâche, mon devoir. Et je garde les objets en tant que tels. Et quand j'ai vu le lendemain ou plusieurs semaines après, parce que je revisite le lieu, ce sont des lieux sacrés, lieux de pèlerinage urbain. Et quand je vois les lieux saccagés, j'ai d'abord une inquiétude, ensuite affliction, ensuite tranquillité du lieu. Eh bien, je repère les objets. Quand je trouve l'intact, un objet inaperçu par cette violence inouïe, ça devient un objet de culte, c'est-à-dire, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour moi, un objet d'art, pour ne pas dire un objet de culte. Et j'en garde alors. Je garde. Imaginons les cimetières des Iraniens à Istanbul, maintenant la Karacaahmet, selon la culte chia, en mesjid des Iraniens. C'est pas loin, mais je peux pas y aller dessus. Oui, c'était déjà un an de plus que j'y étais et mon chat était déjà arrivé. Il s'appelait Libido. Il est disparu. Ici, c'est l'autoparc souterrain de Mosquée Çeşme. Il y a plusieurs étages. C'est une catastrophe urbanistique. Et dans cette heure-ci de la nuit, il y a une émission d'une chorale. Il s'appelle Liturgie chrétienne, très détendue. Je ne donne pas le nom, je ne connais pas. C'est une musique de commande pour les aéroports et la mosquée chrétienne. Mosquée chrétienne, oui, c'est ça. L'expression exacte appropriée. Il y a une raison à ça, parce que c'est une tricherie. Construction de cet endroit, c'est une grande tricherie. Le parking souterrain de 5 étages au moins, je ne connais pas encore le plus déçu. Pour le revenu de mosquée royale dans l'époque que royauté n'existe pas. C'est ça l'esthétique moche. Mais en dessous, il y a des gens qui prient, sincèrement, c'est ça. Là, il y a la police qui me filme, c'est ça.
Voilà les grandes extériorités à partir desquelles ou par rapport à laquelle le reste de l'humanité se concentre sous les impératifs de technicité, des dispositifs techniques. Et autant il essaie de dominer les grands espaces, l'humanité, et elle a tendance à se rétrécir en s'intensifiant, bien sûr, comme occupation, proximité, unification, standardisation et une communication sans reste, soi-disant. Ce qui donne à la fois comme reste non désiré la folie. C'est une production régulière de l'humanité, à mon avis, la folie. Pas toujours extériorisée ou expulsée, discriminée, pas du tout, mais sacralisée, devenue exception, comme moment de cérémonie, extase, en commun. C'est-à-dire que tout le monde avait le droit à la folie, et dans le moment religieux, disons, des hommes primitifs. Mais maintenant, alors, la folie dans nos sociétés se codé dans la modernité autrement, et qu'il s'est appelé poète. Dans le cas échéant, le pervers. Dans le cas échéant, c'est-à-dire quand il entre en conflit avec la loi, le coupable, criminel, délinquant. C'est plus juste le mot délinquant, parce que ce sont les quatre de Das Gewiet de Foucault, n'est-ce pas, l'auteur au sens absolu du terme, c'est le poète, bien sûr, écrivain, poète, l'auteur. Écrivain a une extériorité, donc, en pensant Blanchot. Et la folie garde une extériorité, et le délinquant garde une extériorité dans nos sociétés-là. Le prêtre non plus. Les scènes existaient auparavant, gardaient une certaine extériorité. Mais ça n'a jamais entré dans le cadre du sujet de Foucault, même pas dans les aveux de la cherche, contrairement les attentes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Délit, suçlu, sapkın yazar. Le pervers, oui. Le pervers qui n'est pas identique avec une folie vague, mais voilà, à sa généalogie, à elle, à lui, le pervers, ça vient peut-être de grand commerçant, grand négociateur, grand usurier, grand financière, grand diplomate, grand drogomane, grand intrigueur dans les palais, c'est-à-dire sans être romain ni turc, dans le palais ottoman ou dans le palais byzantin ou romain. Ils peuvent manigancer la diplomatie. Il a un traite, mais rétréci à son sens sexuel, le pervers dans la modernité. Alors c'est quelqu'un qui se venge et qui trouve des victimes. C'est bien connu, ça continue, son trame. L'auteur
se ressource des grandes belles lettres, latin, grec, les anciens philosophes archi connus, mais ayant des styles et écritures étranges. Donc le poète n'a que déstabiliser le discours à travers cette étrangeté venue d'ailleurs. Et s'il ne trouve pas des lettres, il en inventerait des fantasques. Donc la littérature fantastique, inspirée de l'Afrique, de l'Océanie, des primitifs, des aborigènes, tout est devenu possible. Même à partir de Diderot, à partir de voyages, c'est une folie très réglée dans ce qui se passe dans le voyage de Bougainville de Diderot. Bon, mais c'est le sens de la littérature, déplacer les choses, faire dire quelqu'un d'autre ce qu'on n'arrive pas à prononcer. Donc déclarer un despotisme oriental en Perse, profonde, impénétrable, pouvoir souverain, pour éclairer ses propres domaines de légitimité étatique, sociale, etc. Ce sont des procédés qui passent partout dans le discours philosophique. Il y a des procédés littéraires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a rien à voir avec la beauté d'abord, ni avec l'esthétique. Tout est aesthésis. Ça a quelque chose à voir avec fictivité. Fictivité, la raison fictionnante. Donc, ça existe chez les pervers, dans les pratiques pervers, ça existe dans les pratiques poètes. Il faut qu'il se renouvelle tout le temps, qu'il devient imperceptible et sous l'apparence convaincante, il devrait être hors de toute croyance, hors d'atteinte, c'est-à-dire un nihiliste peut-être, un grand homme de foi peut-être, jamais décidable. C'est ça être poète dans la modernité. C'est pas être chantre des chantres d'une classe qui n'existe pas, qui n'existe que dans le discours, dans la fictivité fictionnante, dans les idéologies sincères, marxisme, messianisme, socialisme, chrétien, socialisme, athée, etc. Qu'est-ce qu'il reste? L'auteur a dit, eh bien, on peut ajouter toujours l'homme d'État, un député, et lui aussi, il est un peu diplomate des affaires intérieures. Il devrait manigancer, parce qu'on le manigance. Comme il est une marionnette, il marionnettise le reste, etc. Donc c'est une danse macabre que sont nos sociétés. Danse macabre, il faut laisser les morts à danser entre eux dans un extérieur lointain, mais nous sommes devenus des gens assez sérieux, comme disait Nietzsche. Si on avoue comme moi toutes ces choses-là, ce serait une société fantastique qui se sait en tant que telle, donc en conscience de soi, dans une ironie éternelle. Et ce n'est pas seulement la femme qui est ironie éternelle de la communauté, comme disait très justement Søren Kierkegaard, mais nous sommes tous ironie éternelle de la communauté. Nous ne croyons absolument pas à la communauté, mais nous ne pouvons pas vivre sans communauté. Nous sommes dans une ironie que nous refoulons. Voilà, le poète, il ne faut pas qu'il refoule, il ne refoule plus. Mais
pour jouer le chantre, il faut se faire assimiler par la société. Donc, il faut se faire une communauté pour être assimilé là-dedans dans une rêverie. C'est ça la fiction poétique. Il y a plein de procédés comme ça. Voilà, dans les limites de la folie, c'est-à-dire que en jouant de cette dichotomie entre être et paraître, n'est-ce pas? Une fois devenu possible, l'écriture est devenue possible, la parole était à négocier, sage parole inscrite, disparue, non pas disparue, mais restée, justement parce qu'il est resté que ça dérangeait, donc ça fait parler. Ça fait parler en restant la parole, comme les lois mosaïques, n'est-ce pas? Tu ne tueras pas. Alors, personne n'a demandé pourquoi, mais tout le monde a accepté en commençant à tuer l'un à l'autre. Voilà, très bien, ça avance comme ça.